Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Son fils a été assassiné par Mohamed Merah en 2012. Depuis cette date, sa mère a décidé de témoigner pour lutter contre la radicalisation et promouvoir le vivre ensemble. Latifa Ibn Ziaten était à Deuil-la-Barre ce mardi avec des collégiens et des lycéens. La fibre optique se développe à grands pas dans le Val d'Oise, un des départements les plus fibrés d'Île-de-France. C'est pour cette raison que l'opérateur Orange a décidé d'ouvrir un showroom pour professionnels à Soisy. Visite guidée en fin de journal. Elle a fait de la lutte contre la radicalisation le combat de sa vie. Depuis l'assassinat de son fils, assassiné par le terroriste Mohamed Merah en mars 2012, Latifa Ibn Ziaten sillonne la France pour rencontrer jeunes, parents et politiques afin de promouvoir le vivre ensemble. Mardi, elle était à Deuil-la-Barre à la rencontre de collégiens et de lycéens. Angélique Boilet était sur place. Face à une centaine de collégiens et de lycéens de Deuil-la-Barre, Latifa Ibn Ziaten livre son histoire. Cette femme franco-marocaine, venue s'installer en France à 17 ans et demi, a perdu l'un de ses 4 fils, militaires, assassiné à Toulouse en mars 2012, la première victime du terroriste Mohamed Merah. Face à une assemblée plongée dans le silence, elle raconte très émue les derniers instants de son fils. Il lui dit « Je suis venu pour vous tuer. Alors, mets-toi à genoux. » Et mon fils, il lui dit « Jamais je serai à genoux. Mets-toi à genoux parce que tu tues mes frères en Afghanistan. Aujourd'hui, je vous tue. » Mon fils lui dit « Je ne me mettrai pas à genoux. Tu veux tirer, tire, mais jamais à genoux. » Et Mohamed Merah, il a tiré avant qu'il retire le casque, mon fils. Mon fils, il est tombé par terre. Mohamed Merah, il a fait quelques pas. Et il est venu vers lui, mon fils est tremblé. Et il a rajouté une deuxième balle. Un drame qui l'a poussée à devenir une ambassadrice du vivre ensemble. Le mois suivant, elle fonde l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. Et depuis 4 ans, elle arpente la France entière et multiplie les voyages à l'étranger pour délivrer inlassablement son message de paix et de tolérance. Chaque semaine, elle se rend notamment dans les écoles et les prisons françaises. Ce matin-là, face à des jeunes à l'écoute, elle appelle au respect de l'autre, des religions et des règles de la République. Elle les met aussi en garde contre les risques de radicalisation. Toutes les religions, quand vous regardez la Bible, ou le Torah, ou l'islam, elles ont le même chemin de la paix. Et ces jeunes qu'aujourd'hui, qui font du mal au monde entier, malheureusement, parce que cette secte, elle est née partout. Que ce soit en Europe, au Maghreb, partout on a ce problème-là aujourd'hui. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, faites attention sur Internet. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention aux réseaux sociaux. Ne tombez pas dans les pièges, quelqu'un qui vous invite. Et vous commencez à parler avec lui. Et vous dites, j'ai trouvé un ami. Attention. Vous ne savez pas, cet ami, c'est un ennemi pour vous. La municipalité a choisi de faire venir des délégués de classe pour qu'ils relaient ensuite le message à leurs camarades. Après une longue intervention, Latifa Ibn Ziaten a répondu aux questions des élèves. Une assemblée qui semble avoir été captivée par son discours. Au début de son intervention, j'avais même les larmes aux yeux. Pour vous dire, c'est vraiment un message fort qu'elle véhicule et c'est vraiment quelque chose à entendre, quelque chose à voir. Et qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Moi, je retiens qu'il faut prôner la connaissance de l'autre. Le fait qu'il y a ce contact qu'on n'a pas en regardant par exemple un reportage ou la télévision ou même la radio, en écoutant la radio, ça ajoute un vrai plus finalement. On se sent plus proche de la personne et toutes ces valeurs qu'elle nous donne, elles nous touchent profondément. C'est une intervention que je trouve intéressante parce que ça peut viser beaucoup de gens. Surtout à nos âges, on est vite perdu parce qu'on pense vite à tout ce qui peut se passer. On ne connaît pas trop bien, comme a dit intervenante, les religions et tout ce qui suit. On entend beaucoup de choses à la télé. On peut vite être influencé. Donc je pense que c'est important d'avoir un message et une piqûre de rappel comme ça par quelqu'un qui a connu la situation et a vécu les choses. Après les jeunes, elle devait ensuite rencontrer des parents.
Son action lui a déjà valu plusieurs prix. Après celui de la Fondation Chirac l'année dernière, Latifa Ibn Ziaten a été décorée en mars dernier de la Légion d'honneur, quelques jours avant de recevoir le prix du courage féminin aux États-Unis. Bientôt une maison des services publics en gare d'Hermont-Aubonne. C'est une première gérée par la commune d'Hermont. Cette maison réunira plusieurs structures dont la CPAM, la CAF, la Poste, Pôle emploi ainsi que des services de la ville. La structure qui doit ouvrir ses portes au premier semestre 2017 permettra d'effectuer de nombreuses démarches et disposera par exemple d'un guichet délivrant les cartes d'identité et les passeports. Des services très pratiques pour les milliers d'utilisateurs des transports en commun qui se rendent chaque jour en gare d'Hermont-Aubonne. Le Val d'Oise est le département de grande couronne où la fibre optique se déploie le plus vite en Ile-de-France. Jeudi, le groupe Orange va inaugurer à Soisy son showroom régional, une vitrine de la fibre optique où l'opérateur invite élus et chefs d'entreprise. Et on y découvre les coulisses du très haut débit. Le reportage d'Olivier Zanetta. C'est depuis cette pièce qu'est distribué Internet vers votre domicile. Dans cette grande salle se côtoient le bon vieux fil de cuivre et la fibre optique. Physiquement, on est au répartiteur donc de Soisy-sous-Montmorency qui voit les deux technologies, la technologie cuivre qui dessert 36 000 communes, 36 000 clients de la zone immédiate autour de Soisy, et le répartiteur optique qui, lui, peut desservir jusqu'à 100 000 logements et sur des communes qui s'étendent autour de Soisy. Demain, quand plus personne ne sera raccordé à Internet par le cuivre, c'est de cette salle que partira la fibre optique, une fibre qui file ensuite en sous-sol. Ces câbles partent sous nos trottoirs, ils remontent ensuite en extérieur dans ces armoires où immeubles et pavillons sont raccordés. Grâce à la fibre optique, Internet est toujours plus rapide, le débit est meilleur, on peut regarder la télévision sur plusieurs écrans en même temps. Le déploiement de la fibre se poursuit dans le Val d'Oise, comme ici, à Soisy, où Orange travaille au raccordement de 100 000 logements. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on a vraiment décidé très fortement de déployer la fibre ici. Et donc là, on a prévu de déployer les 100 000 logements de l'ensemble des communes que vous avez vu ce matin dans l'espace des 2 à 3 ans qui viennent. Orange, qui compte 1 an d'avance sur le développement de la fibre dans le Val d'Oise, a fait de ce site de Soisy sa vitrine. C'est le showroom régional de la fibre. Ici, élus et chefs d'entreprise sont donc invités à suivre le parcours de la fibre à la vitesse du très haut débit. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Son fils a été assassiné par Mohamed Merah en 2012. Depuis cette date, sa mère a décidé de témoigner pour lutter contre la radicalisation et promouvoir le vivre ensemble. Latifa Ibn Ziaten était à Deuil-la-Barre ce mardi avec des collégiens et des lycéens. Voilà, l'info continue toujours sur notre site veonews.fr. Je vous retrouve dès demain. Pas de scie électrique pour couper cette pierre. Grégory Philippe travaille à l'ancienne, à la force du poignet. Installé à Saint-Martin-du-Tertre, ce tailleur de pierre ne perpétue aucune tradition familiale. C'est une reconversion professionnelle. Après avoir exercé plusieurs métiers, Grégory est revenu à ce qu'il aimait depuis toujours, travailler avec ses mains. Enfant, il modelait de l'argile. Aujourd'hui, il travaille la pierre. Depuis l'âge de 5 ans, je fais de l'argile, de la sculpture, j'adore ça. Quand j'avais 18 ans, je pouvais passer un week-end entier à faire de l'argile. J'allais chercher même l'argile en forêt, presque comme Rodin, quoi. Je me suis peut-être éloigné de ce que j'aimais vraiment faire pendant toutes ces années. Et puis là, j'ai décidé d'assumer ma passion. Dans la création, ce qui me plaît le plus, c'est la pierre. Elle sort de la carrière, c'est un objet complètement naturel. Et puis on le domestique, on en fait quelque chose de civilisé, en fait. Ça, c'est une sorte de civilisation de la pierre. Pour arriver à vivre de sa passion, Grégory Philippe va prendre des risques. Il lâche son travail, se lance dans une formation accélérée de tailleur de pierre, obtient son diplôme et crée son entreprise dans la foulée. Les débuts sont difficiles, puis les commandes arrivent. Depuis début 2013, ça marche bien. Ouais. Ça marche bien, j'ai beaucoup de contrats.
Et puis je sens que le bouche-oreille commence à fonctionner dans la région, et les gens que je connais pas viennent me voir, donc c'est ouais, là ça part. Donc ça va être dans la gamme vin et pierre. Grégory Philippe vend surtout à des particuliers. Il crée des meubles ou des décorations sur commande et dans tous les styles. Table basse, lampe, casier à bouteilles, Grégory essaye aussi de développer son propre style. Moi, j'aimerais beaucoup apporter quelque chose de moderne aussi, pas toujours de la moulure classique, pas refaire du néo-gothique ou du néo-classique. Il faut faire quelque chose de moderne parfois, et donc c'est ce que j'essaye de faire régulièrement. On est passé par tellement de phases différentes jusqu'à des choses abstraites aujourd'hui. Pourquoi pas, faut pas laisser la pierre figée dans le temps. Pour l'instant, pas d'inquiétude pour l'avenir de Grégory. Il a des clients et vient de décrocher un gros chantier, la restauration d'une chapelle funéraire. Pour cet ancien étudiant en droit, le pari est réussi, faire d'un savoir-faire ancestral un métier plein d'avenir. Le geste est rapide, sûr et précis. Depuis plus de 30 ans, Pascal Arlot travaille le bois. Sculpteur, restaurateur et tourneur, cet artisan d'art donne vie à la matière. En fait, je fais le creux qui est là au-dessus, qui est juste au-dessus du front en fait, le front du visage. C'est une encoignure en tilleul qui date de l'époque de Louis XIV. Donc je m'inspire de cette photo pour réaliser cette pièce-là. On arrive à en vivre, mais si on souhaite gagner de l'argent, faire fortune, c'est pas dans ce métier-là qu'il faut aller, quoi. Mais on travaille avec passion. La passion qui unit le bois et Pascal Arlot commence il y a bien longtemps. À 15 ans, Pascal quitte l'école et démarre son apprentissage d'artisan. Élève doué, il se met à son compte à 21 ans et monte sur Paris. Quelques années plus tard, il tente le concours de meilleur ouvrier de France et le réussit avec cette sculpture. Cette statue m'a demandé 300 heures pour le bois, mais avant de la réaliser en bois, j'ai dû la faire en modelage. Et j'ai fait donc un modelage à l'échelle 1 qui m'a pris 95 heures. Ça, c'est une seule pièce, oui. C'est une poutre, une seule poutre. Donc on voit, c'est un petit peu gercé parce qu'elle est très ancienne. C'est une ancienne poutre, mais c'est un seul morceau de bois. Il y avait encore des traces de clous dans la poutre que j'ai pas pu enlever avec la sculpture, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie de cette statue-là. Avec le temps et la crise, le travail de Pascal Arlot évolue. Moins de meubles sculptés, mais plus d'objets contemporains en collaboration avec des designers. Pour réaliser ses commandes, il combine deux techniques, la sculpture et le tournage, comme pour ce ballon de rugby. C'est un calibre donc, qui va me servir à réaliser le tournage du ballon de rugby qui se trouve là. Après quelques réglages très précis, un guide suit le calibre et commande la lame qui coupe le bois aux dimensions voulues. Une fois poncée, la pièce est finie à la main. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la satisfaction du client, bien sûr. De voir quand le client vous dit je suis content que ce soit toi qui fasses le travail parce que ce que tu fais a une âme en fait. J'ai eu l'occasion de faire des projets comme ça, de faire une proposition de projet et ce client a eu plusieurs propositions et il a choisi la mienne parce qu'il m'a dit ce que tu as réalisé avait une âme. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donner une âme aux objets qu'il crée, c'est la fierté de Pascal Arlot. Installé dans des nouveaux locaux à Hennery, près de Pontoise, il continue à vivre son rêve d'enfant, l'envie d'exercer un métier rare qui allie la tradition et la recherche de la perfection.